Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler immobilier. Donc cette vidéo est réalisée en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat. Je vais interviewer Maître Lièvre qui est un notaire en France et qui va répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram sur l'investissement immobilier. Donc si jamais c'est un sujet qui vous passionne comme moi, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, c'est vraiment très intéressant. L'interview, moi vraiment c'est un sujet qui me passionne. Vous le savez peut-être, j'ai commencé l'investissement immobilier avec Joanne en Espagne. Dès qu'on est arrivé en Espagne, on a directement voulu investir dans un appartement qu'on a rénové et à l'époque vraiment ça coûtait pas cher du tout. Pour vous dire, l'appartement qu'on avait acheté il y a 7 ans, il a maintenant doublé de valeur. Donc c'est vraiment important, je pense, d'investir tôt, dès qu'on le peut, dès que les banques nous suivent, qu'on est jeune, en bonne santé, pour pouvoir s'assurer ensuite de pouvoir acheter sa résidence principale. L'achat, en fait, ça vous permet de ne pas louer un bien et du coup payer quelqu'un d'autre pour habiter dans son bien et cette personne-là va utiliser votre argent pour rembourser son crédit ou bien ça va lui faire des revenus. Donc 2 ans après avoir acheté ce premier appartement, on a pu acheter notre première maison à l'Eliana. Cette fois-ci, on n'avait pas d'apport, mais on a mis le premier appartement en tant qu'hypothèque. Donc une hypothèque, ça veut dire que si jamais vous ne remboursez pas votre crédit, la banque peut saisir votre appartement pour se rembourser. Après avoir acheté cette deuxième maison, on a acheté un appartement à Grenoble et après avoir acheté cet appartement à Grenoble, on a acheté cette maison dans laquelle on est en Espagne une nouvelle fois. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ça permet d'avoir des revenus passifs. Les crédits qu'on a pris sur nos biens sont couverts par les loyers que les locataires payent et on a même des revenus déjà passifs sur ces biens-là, d'où l'importance vraiment d'investir dès que vous le pouvez, dès que vous avez un petit peu d'argent de côté. Le premier appartement qu'on a acheté, on a vraiment mis toutes nos économies dedans. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment si vous avez un petit peu d'économie, n'hésitez pas à aller voir votre banque pour vous renseigner, n'hésitez pas à aller voir un notaire pour vous renseigner, savoir ce qu'il est possible de faire. Un premier investissement, c'est pas forcément sa résidence principale, ça peut être juste un studio que vous mettez en location qui va vous rembourser votre crédit et constituer un apport pour un futur achat par exemple. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on va parler d'immobilier sur ma chaîne. Je vous laisse tout de suite avec l'interview. Bonjour Maître Lièvre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui sur l'investissement immobilier. Bonjour Caroline. Donc j'ai toute une série de questions que mes abonnés m'ont postées sur Instagram. On va commencer si vous voulez bien avec la première qui est: quels sont les points à regarder, vérifier lorsque l'on visite un bien? Alors quand on visite un bien, déjà il faut s'assurer de l'environnement. Comme on dit en immobilier, le premier point clé c'est l'emplacement. Donc voilà, il faut vérifier l'environnement, vérifier les abords de l'immeuble ou de la maison, le quartier, c'est évidemment clé. Bon, en général, quand on sait qu'on va visiter un bien, on a déjà un peu repéré, mais c'est important de redire les choses qui peuvent paraître évidentes parce que voilà, l'évidence n'est pas toujours la même pour tout le monde. Ensuite, voilà, faut bien regarder l'état du bien. Il faut se projeter, donc les éclairages, les vues, tout ça, mais ce qui compte, c'est l'état du bien. Donc quand on n'est pas spécialiste, on a quand même un œil un peu technique et évident. On regarde s'il y a des fissures, on essaie de voir un peu l'état des toitures, on essaie de voir les parties communes quand c'est un immeuble en copropriété. Donc voilà, il faut essayer de se projeter un peu dans l'ampleur de travaux parce que le risque, quand on a fait un investissement immobilier, c'est de devoir faire des travaux imprévus. Voilà, parce que les budgets sont évidemment toujours un petit peu serrés. Donc on a le prix, les frais, les commissions d'agence. Et la mauvaise surprise, alors on a des travaux, donc on a toujours son budget de travaux pour faire sa rénovation, un coup de peinture, un peu de salle de bain, une cuisine. Mais le risque, c'est les travaux imprévus. Donc c'est ça qu'il faut vraiment essayer de bien anticiper, de bien imaginer, sans être technicien, ce qui n'est pas toujours facile. Donc il ne faut pas hésiter à poser une question à un ami, comme on dit dans les jeux télé. Mais là, c'est pas un jeu. Pas hésiter aussi peut-être à visiter avec un expert de la construction pour que cette personne-là puisse mieux nous guider et voir éventuellement les vices qu'on ne pourrait pas voir. En fait, il faut 2 copains. Il faut un copain archi et un copain notaire. Et alors là, vous êtes sauvés. D'accord. On va passer à la deuxième question. Le Pacs, quand on achète avec son compagnon, est-ce une bonne idée? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'est ni pacsé ni marié et qu'on achète à 2, on est dans ce qu'on appelle l'indivision. C'est-à-dire qu'on est 2 acheteurs ensemble d'un bien avec des droits identiques. Ce à quoi il faut être attentif, c'est que chacun paye sa part. Si quelqu'un dit qu'il achète 50% mais qu'il ne paye pas 50%, ça crée potentiellement des difficultés. Ce n'est pas impossible,
mais il faut le gérer et en parler au notaire pour savoir comment organiser tout ça. Le Pacs, comme le mariage, n'a pas tellement d'incidence sur le mode d'acquisition, mais le Pacs a un intérêt par rapport à l'éventuelle transmission. C'est-à-dire qu'un Pacs, ça permet de gérer un accident grave, c'est-à-dire un décès, et d'organiser avec un testament, parce que quand on fait un Pacs, il faut faire un testament en plus, ça permet de gérer la transmission du bien, la protection en fait du survivant, parce que si on n'est ni marié ni pacsé, ou juste pacsé, en cas de décès, il n'y a aucun droit pour le compagnon survivant. Donc il faut organiser ce testament et le Pacs a le mérite, en plus du testament, de défiscaliser la transmission au profit du compagnon survivant. Et si on a des enfants, par exemple? Si on a des enfants, il faut comprendre que le Code civil qui organise les successions, donc à qui vont être attribués les biens en cas de décès, le Code civil organise que ce sont les enfants qui héritent en priorité. Le conjoint, lorsqu'il est marié, a des droits spécifiques, mais le conjoint, lorsqu'il est pacsé, n'a pas de droits spécifiques dans une succession. C'est pour ça qu'il est important de faire un testament et un Pacs, ou de se marier, et que la situation vraiment qui n'est pas idéale, c'est ni pacsé ni marié, lorsqu'on achète ensemble ou lorsqu'on a des enfants. Et quand on n'est pas marié, du coup, est-ce que les droits sont les mêmes pour l'achat d'une maison en couple? Alors le mariage est différent par rapport au Pacs ou à l'absence de Pacs et de mariage. En fait, l'impact du mariage dépend de ce qu'on appelle le régime matrimonial, c'est-à-dire le fait de savoir si on fait ou pas un contrat de mariage. Si on ne fait pas de contrat de mariage, le régime matrimonial, ça s'appelle la communauté réduite aux acquets. Les gens souvent ont entendu parler de ce régime de la communauté, qui fait que tout ce qu'on achète après le mariage, seul ou ensemble, va dans la communauté. Donc la différence entre les gens qui sont mariés sans contrat de mariage et les autres, donc non mariés, juste pacsés, ou mariés en séparation de biens, comme on dit, la différence, c'est qu'en communauté, on n'a pas à se poser la question de cet écart de financement des époux que j'évoquais tout à l'heure. Lorsqu'on est non marié, pacsé ou marié en séparation de biens, il faut vérifier que chacun finance la part qu'il achète. En communauté, c'est pas la peine puisque tout est supposé être acquis par la communauté, quelle que soit la part de financement assumée par chacun des époux. Et alors apparemment, il y a des différences dans le fait d'investir entre un bien meublé et non meublé. Quels sont les avantages fiscaux de chacun? Alors les avantages fiscaux entre location meublée et location non meublée sont assez différents selon la situation de chacun. Donc répondre de manière générale à la question n'est pas facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque les revenus sont assez faibles, on peut avoir une imposition au forfait. Donc lorsque les revenus sont non meublés, on est dans la catégorie des revenus fonciers. S'ils font moins de 15 000 €, on peut être taxé avec un forfait où l'administration fiscale enlève 30%. Donc on est taxé que sur 70% des revenus. Mais ce sont des petites locations de moins de 15 000 € par an. En location meublée, lorsque les revenus sont inférieurs à 72 000 €, donc là c'est vraiment beaucoup plus important, donc ça va concerner beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de locations. Là, l'administration admet une taxation forfaitaire en déduisant 50% des revenus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le forfait comme type d'imposition est a priori plus intéressant en location meublée, mais que le fait de prendre un forfait n'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant, parce que si on fait des travaux importants, il vaut mieux être avec un régime qu'on appelle réel pour déduire la réalité des dépenses que l'on a faites par rapport aux futures recettes. Mais voilà, c'est assez complexe, ça dépend des situations de chacun. Donc là, il faut vraiment se renseigner auprès du notaire ou auprès d'un conseiller fiscal si les gens ont des conseillers fiscaux. Et est-ce que vous auriez des conseils pour investir quand on est jeune? Conseils pour investir quand on est jeune. Donc ça, c'est effectivement une question importante. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est important d'enclencher les investissements assez jeunes. Parce qu'il faut rentrer tôt en fait, dans des achats immobiliers pour pouvoir acheter au début un peu petit et puis progresser, revendre, acheter, pouvoir ensuite progresser en achetant plus gros. Si on attend trop avant d'investir, à un moment, on a besoin de biens trop importants, surtout si c'est sur sa résidence principale, quand on est marié ou quand on vit en couple et qu'on a des enfants. À un moment, le saut pour investir est trop important et c'est plus facile quand on a démarré plus jeune.
Donc c'est bien de commencer petit. Alors la question de la résidence principale ou de la résidence secondaire ou de la résidence locative, c'est une autre question, mais le conseil c'est plutôt ça, voilà. Acheter ce qu'on connaît, dans une ville qu'on connaît, dans un budget que l'on maîtrise, et démarrer assez tôt, même sur un bien un peu petit et qui serait plutôt locatif qu'en résidence principale. C'est aussi moins intimidant de commencer jeune avec un petit bien que directement gros avec la grande maison où on veut passer toute sa vie. On est aussi, les banques nous suivent plus facilement quand on est jeune, en bonne santé, on peut emprunter sur de plus longues années. Donc c'est vrai que moi c'est ce que j'ai fait dès qu'on est arrivé en Espagne il y a plusieurs années. On ne connaissait pas forcément le pays, mais on a toujours eu cette envie d'investir. Et vous avez raison, l'intérêt de l'achat c'est l'emprunt en fait. Le fait d'emprunter est quelque chose d'utile en fait, c'est un moyen d'épargner de manière forcée, soit grâce au loyer qui arrive, soit au fait de transformer sa propre location en remboursement d'un prêt. Donc c'est important de pouvoir emprunter. Même avec les taux qui vont monter un peu, c'est pas forcément très grave parce que s'il y a de l'inflation, le taux réel ne sera pas tellement plus important qu'un taux faible avec une inflation faible. Donc il faut enclencher assez tôt les emprunts et c'est effectivement une bonne idée, merci de l'avoir rappelé. Surtout que si on part pour faire du locatif après avec ce premier bien, souvent le locataire va nous rembourser le crédit, voire plus si jamais on a eu un crédit intéressant étalé sur plein d'années et du coup même commencer à gagner de l'argent avec ce premier bien qui va nous servir pour acheter un second bien plus gros en le gardant, en louant le premier ou bien en le vendant et en ayant un apport plus grand pour acheter le second. Et ça va tout de suite rejoindre la question 6, quel type de bien acheter comme premier investissement? Est-ce que vaut mieux tout de suite acheter sa résidence principale? Est-ce qu'il vaut mieux acheter pour louer? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, le choix du type d'investissement comme premier investissement, c'est vraiment une question très personnelle qui dépend de la situation de chacun. Si on a les moyens de s'acheter sa résidence principale, c'est sûr que c'est bien d'essayer d'acheter sa résidence principale, mais on n'a pas forcément les moyens. Pour prendre un exemple, voilà, si vous résidez dans 3 pièces et que vous avez juste les moyens de vous acheter un studio, eh bien forcément, ça va être compliqué d'acheter 3 pièces. Donc il vaut mieux acheter un studio en locatif pour commencer à faire un peu d'épargne et puis profiter des revenus et donc enclencher le prêt qu'on évoquait avant. Voilà, donc ça c'est une assez bonne solution. Donc ça dépend finalement plus du souhait de chacun et des possibilités financières de chacun. Et du coup, est-ce qu'il faut absolument un apport pour investir? Alors l'apport, en principe, il en faut un, puisque c'est une question d'emprunt bancaire. La banque va apprécier le risque de la personne qui va emprunter. Donc soit les revenus de la personne sont très suffisants, de sorte que la banque peut accepter qu'il n'y ait pas d'apport, parce qu'elle va considérer que même si le prêt correspond à la valeur du bien, le risque est assez faible pour elle. Mais en principe, une banque ne va pas prêter plus de 70-80% de la valeur du bien, parce que notamment si elle prend une hypothèque qui est sa garantie la plus classique, même si c'est un cautionnement d'un organisme financier, c'est à peu près la même logique. Le risque de la banque, c'est que s'il y a un défaut, il faut aller saisir le bien. Et pour saisir le bien, il faut une marge de risque qui fait que si on saisit un bien qui a une valeur égale, voire inférieure au capital restant dû, c'est un risque que la banque ne peut pas prendre. D'où le fait qu'il faut en général un apport. Alors quand les marchés montent tout le temps, les banques réduisent le montant de l'apport. Lorsque les marchés stagnent ou baissent, ce qui peut être le cas maintenant, les banques vont avoir tendance à augmenter l'apport pour absorber une part de risque, donc réduire le risque qu'elles prennent. Voilà, donc ça va contraindre effectivement beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui veulent investir, parce que l'apport, c'est pas facile à constituer et donc il faut être effectivement attentif, en tout cas anticiper et aller voir son banquier avant de se lancer pour savoir à peu près quelle est la capacité d'emprunt que l'on peut avoir. C'est ça, généralement pour un premier achat, ils vont nous demander un apport financier et après pour un deuxième achat, comme ça a été le cas pour nous par exemple, ils ont pris le premier bien qu'on avait comme hypothèque et ça nous a permis de ne pas avoir d'apport pour le deuxième bien et du coup de pouvoir emprunter la totalité du crédit. Voilà, c'est un très bon exemple. En fait, le banquier, ils ont des catégories, des principes qui sont posés en disant, voilà, si on prête, le principe c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 30% de charges de remboursement et puis il faut qu'il y ait, mettons, 20% d'apport personnel. Et ça, c'est les principes de départ auxquels le banquier peut déroger si on est capable d'apporter d'autres garanties, comme un autre bien
ou si on est capable de montrer qu'on a des revenus suffisants par ailleurs, ou que c'est pour un investissement locatif et que le risque est différent. Donc voilà, chaque cas va être un peu particulier. Mais c'est vrai que par principe, les banques, elles ont des règles de sécurité qui supposent en général un apport personnel et ce fameux ratio d'emprunt qui ne doit pas dépasser 30% des revenus avant impôt. Et on m'a demandé aussi quel était l'intérêt d'une SCI, de monter par exemple une société immobilière pour mettre ses biens à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va changer? J'imagine qu'il y a des intérêts fiscaux. Qu'est-ce que ça change? Alors contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt fiscal à une SCI. La SCI, c'est d'abord un outil de détention, c'est-à-dire d'organisation du pouvoir entre différentes personnes qui achètent ensemble. Donc, si on achète en couple et qu'on est marié, la SCI n'est pas forcément très utile parce que quand on est marié en communauté de biens, comme j'évoquais tout à l'heure, ou quand on est pacsé, on n'a pas forcément besoin d'une SCI pour gérer les relations au sein du couple. En revanche, quand on achète avec des amis ou quand on achète sans être marié, ni pacsé, ça peut être intéressant de créer une SCI pour gérer les relations des uns des autres, pour anticiper un décès accidentel, ce que j'évoquais aussi sur le décès avec des enfants qui deviennent héritiers de la part de chacun des parents. Si les parents n'ont pas les mêmes enfants, n'ont pas que des enfants communs, la SCI, elle permet aux survivants de maîtriser le pouvoir de gestion du bien, puisque c'est la SCI qui est propriétaire, c'est donc le gérant de la SCI qui a les pouvoirs de gérer la société, donc la maison ou l'appartement. Et donc la SCI, c'est avant tout un système d'organisation du pouvoir sur le bien. Après, il y a des cas où la SCI apporte quelques avantages fiscaux, notamment pour transmettre aux enfants, mais ce n'est pas les cas les plus fréquents. Et la SCI, c'est indispensable lorsqu'on achète avec des amis. On n'a pas évoqué ça, mais pour un premier achat immobilier, si on n'est pas seul suffisant pour apporter les fonds nécessaires à l'opération, on peut acheter à plusieurs, faire un investissement entre amis. Et là, la SCI est un peu indispensable pour organiser les pouvoirs, qui décide de quoi. Voilà, en couple, c'est plus évident et moins important de faire une SCI. Quand on est entre amis, là pour le coup, il faut être clair sur qui décide de quoi lorsqu'on veut louer, lorsqu'on veut décider des différentes règles d'occupation. Il faut que ce soit organisé dans une SCI, c'est plus efficace. Et du coup, pour en revenir au PACS, au mariage, s'il y a un couple qui n'est pas marié, mais qui crée une SCI pour se protéger l'un l'autre en cas de décès, ou qui aussi met ses enfants à l'intérieur, par exemple en cas de succession, pour ne pas payer de droits de succession, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est légal? En fait, la SCI n'est pas un outil de transmission. D'accord? Tout ce qui est fiscal lié à la transmission, ça suppose qu'on décide d'une transmission ou qu'on subisse une transmission. Donc en cas de décès, les biens passent aux héritiers, ce qui provoque un paiement de taxes de droits de succession. Et lorsqu'on est vivant, on peut décider de faire des donations. Donc là, on décide soi-même de transmettre les biens à ses enfants. Et donc ce sont les droits de donation qui sont généralement les mêmes que les droits de succession. Mais ce n'est pas en soi la SCI qui apporte un avantage à cette transmission, c'est le fait de transmettre, ce n'est pas la SCI. La SCI, elle présente quelques petits avantages, notamment sur le calcul de la valeur qui est soumise à l'impôt, puisque lorsqu'on transmet un bien, on transmet la valeur du bien. On ne peut pas transmettre la dette. Donc lorsqu'on a emprunté pour acheter et qu'on transmet le bien, la taxe, elle est calculée sur le bien. En revanche, dans une SCI, lorsqu'on veut transmettre, on va calculer l'impôt sur la valeur des parts sociales. Et les parts sociales, c'est la valeur du bien moins les dettes de la société, donc moins l'emprunt. Et donc ça veut dire que l'assiette de calcul est souvent inférieure en SCI. Donc il peut y avoir quelques avantages de cette nature-là. Ce n'est pas le plus important pour le choix d'une SCI, parce que quand on donne, souvent il faut garder l'usufruit. Je ne sais pas si vous connaissez l'usufruit. Donc c'est un droit qu'on garde, c'est le droit d'usage et de louer que l'on garde sur une maison ou un appartement quand on peut donner. Et en fait, l'intérêt de l'usufruit, c'est qu'il n'est jamais taxé. Et donc le fait de donner uniquement de la nue propriété, donc en réservant l'usufruit,
est en soi un avantage fiscal bien plus important que la SCI. C'est pour ça que ce n'est pas en soi la SCI qui apporte un avantage à l'occasion d'une transmission. Et une question qu'on me pose aussi très souvent, est-il possible d'investir en Espagne ou à l'étranger avec des revenus et des crédits pris en France? Oui, bien sûr, on peut tout à fait emprunter en France pour financer à l'étranger, comme on peut emprunter à l'étranger pour financer un bien en France. Voilà, tout ça, ça fonctionne de manière théorique très bien, de manière pratique. Effectivement, c'est moins usuel. Donc les banques peuvent être un peu plus difficiles pour financer ce genre d'acquisition. Mais sur le principe, rien n'empêche une banque française de financer un bien à l'étranger. Les règles de droit sont ancrées localement. Il y a rarement des règles internationales de droit immobilier communes à différents pays. Donc les règles des garanties hypothécaires sont spécifiques à chacun des pays. Ça veut dire que pour une banque française, prendre une hypothèque sur un bien en Espagne, par exemple, c'est compliqué parce qu'elle ne le connaît pas, elle ne sait pas comment ça marche, elle n'a pas identifié la facilité de mettre en jeu l'hypothèque. Donc c'est pour ça que par principe, elle aura tendance à dire non. Par contre, je pense qu'il est possible d'emprunter en Espagne avec des revenus français. Il y a beaucoup d'étrangers là où j'habite qui, par exemple, viennent juste d'arriver en Espagne et qui travaillent pour une société à l'étranger et qui n'ont pas de mal à trouver des banques ici en Espagne qui les suivent pour investir en Espagne. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique aussi, c'est d'emprunter dans le pays où on vit et de rembourser son crédit dans le pays où on vit. Après, ça dépend des avantages des taux d'intérêt. Mais la logique voudrait effectivement qu'on emprunte dans la banque là où on va acheter. Voilà, disons que ce n'est pas naturel pour une banque française d'aller financer un bien immobilier à l'étranger avec une hypothèque à l'étranger. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est la capacité de la banque de juger que la garantie lui convient. Donc on va dire que les banques frontalières auront plus cette habitude parce qu'ils seront habitués à des gens transfrontaliers, donc des Français qui travaillent dans le pays d'à côté et qui ont besoin d'emprunter pour des achats dans le pays d'à côté. Ça c'est plus usuel. Mais voilà, une banque à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, elle n'aura pas l'habitude de financer un bien en Espagne, en Italie ou en Angleterre. Donc c'est forcément plus compliqué que d'aller voir une banque locale. Et la banque locale, effectivement, elle appréciera la capacité de remboursement de la personne en fonction de ses revenus internationaux. Ça veut dire que si la personne a des revenus en France, en Italie, en Suisse, eh bien c'est ça sa capacité de remboursement qui conviendra à la banque. Et dernière question, est-ce qu'il est possible d'avoir un notaire en France pour un bien à l'étranger? La difficulté, c'est la connaissance du droit local. Donc le notaire français ne connaît pas les règles immobilières locales, donc forcément il sera en relation avec le notaire local pour essayer de comprendre. Donc l'intérêt, c'est que le notaire français peut poser des questions que les clients n'auront pas forcément. En revanche, il est obligé de communiquer avec le notaire local, ça c'est indispensable. Et puis le notaire français va pouvoir travailler sur les aspects de patrimoine et de succession. C'est-à-dire que lorsqu'on investit à l'étranger, il y a des enjeux de succession, de donation, de fiscalité internationale. Et ça, le notaire est tout à fait à même d'analyser les conventions fiscales internationales et de donner des conseils sur est-ce qu'il vaut mieux faire une société, est-ce qu'il vaut mieux acheter en direct, comment tout ça fonctionne. Voilà. Et la relation, en fait, la discussion entre le notaire français et le notaire local sera très importante. Je pense que c'est très important de le souligner, et le rôle aussi qu'ont les notaires en France qui vont vraiment nous protéger du début à la fin quand on achète un bien immobilier. Parce que par exemple ici en Espagne, si on veut vraiment être protégé quand on achète, il faut prendre un avocat parce que les notaires ici n'ont pas du tout le pouvoir qu'ils ont en France. Ils ne vont pas du tout s'assurer que le bien n'a pas de dette, que le bien est légal. Tout ça, c'est les avocats qui le font ici. Donc, si on achète à l'étranger, c'est vraiment bien toujours de se renseigner auprès d'un notaire français qui va pouvoir même étudier le droit à l'international et vous renseigner, ou bien vérifier comment ça se passe dans votre pays, parce que ici, par exemple, en Espagne, quand on achète un bien, on achète aussi toutes les dettes qui sont reliées à ce bien. Donc ça nous arrivait dans le premier appartement, alors que ça ne pourrait pas arriver ça en France. Le notaire s'assure que tout a été réglé. Impossible. Nous, le premier appartement, on ne savait pas. On pensait que les notaires, c'était comme en France, qui s'assuraient de protéger les intérêts de l'acheteur. Et en fait, on a récupéré les dettes des charges impayées de l'immeuble par l'ancien propriétaire. Donc,
Ici en Espagne, c'est vraiment important de se faire suivre par un avocat qui lui va vérifier que toutes les factures ont été payées, qu'il n'y a pas de dette, qu'il n'y a pas d'embargo, qu'il n'y a pas d'hypothèque sur le bien. Voilà, c'est vraiment des questions comme l'achat immobilier, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. C'est vraiment important d'être bien accompagné parce qu'on n'a pas toutes les connaissances, nous, qu'il faut en matière d'immobilier parce que c'est vraiment très très complexe et on peut se retrouver ensuite avec des mauvaises surprises malheureusement. Exactement, il n'y a pas de questions stupides, il faut poser toutes les questions à son notaire et agir en connaissance de cause en fait, c'est ça la clé. Il vaut mieux ne rien faire en connaissance de cause, c'est-à-dire décider de ne rien faire, décider de ne pas faire de contrat de mariage par exemple, décider de ne pas faire de SCI ou de ne pas faire de Pacs, mais il ne faut pas ne pas le décider et ne pas avoir posé la question. Voilà. Donc, les notaires sont là pour ça. Voilà. Tout ce qui est patrimonial et immobilier, c'est vraiment leur cœur d'activité et ils sont là pour répondre à toutes ces questions. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je pense que ça aura aidé beaucoup de mes abonnés qui ont envie de se lancer dans l'investissement immobilier. Merci beaucoup Caroline, c'était un vrai plaisir. Et voilà, c'est tout pour l'interview. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous mets en barre d'infos un lien vers le site du Conseil supérieur du notariat si vous voulez aller poser des questions au notaire. Vous pouvez également leur poser des questions sur les réseaux sociaux. Ils vous répondront avec grand plaisir et je sais que c'est vraiment très important pour ne pas faire d'erreur. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine. Ciao! Las cosas cambiaron, una situación cabrón, suéltame.